Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Renaissance. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, une petite ambiance de désert en plein mois d'octobre. En attendant le retour de la saison NBA, émission spéciale top 5 aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter les personnes qui composent notre jury aujourd'hui. Alors, il nous vient du Sud, il collectionne les cartes NBA comme Ryan McDonough collectionnait les échecs. Bastien, Merci. comment vas-tu? Merci Thierry, salut l'équipe, salut à tous. Content d'être avec vous pour ce top 5. Top, j'espère que tu es en forme. Yeah. Ensuite, pour présenter mon autre acolyte, il vient de Lyon, porte la casquette à l'envers aussi bien que Justin Bieber. Cependant, vous aurez peu de chance de le croiser à ses concerts. Monsieur Pierre, comment allez-vous? Très bien, un grand fan de Justin, pas du tout. Mais ça va très bien, très content d'être là avec vous aujourd'hui pour ce top 5. Et enfin, pour terminer, il est originaire du 93 et contrairement au train de banlieue, il est toujours à l'heure. Monsieur Mathieu, es-tu en forme? Oui, très en forme et à l'heure aujourd'hui, donc c'est plutôt pas mal. Et notre chef d'orchestre aujourd'hui, Thierry, comment ça va Thierry? Eh bien écoute, ça va très très bien, c'est les vacances et on va en profiter pour débattre objectivement aujourd'hui. Alors messieurs, sans plus attendre, nous allons aujourd'hui aborder le top 5 des pires transferts des Phoenix Suns depuis le début des années 2000. Si vous nous suivez, nous avions commencé cette série l'année dernière en débutant par le top 5 des pires choix de draft des Suns. Eh bien on a décidé de coller un peu à l'actualité et d'aller chercher un petit peu ce qui se fait de pire à Phoenix depuis 2000. Les règles sont très simples, messieurs, donc on s'est basé, on a bloqué dans le temps, hein, effectivement, à partir des années 2000, afin que ça parle un petit peu à tout le monde, et parce que c'est là où c'est le plus facile de se documenter, puis on est très peu à avoir connu l'avant 2000. Les règles sont simples, il y a place à j'allais dire l'objectivité, à la subjectivité. On a essayé de faire des choses soit selon un ressenti, selon de l'émotionnel, soit par rapport à ce qu'on a analysé au moment où on l'a vécu, ou certains peut-être a posteriori, parce que certains trades s'analysent souvent plusieurs années après. Donc on a fait un petit mélange un petit peu de tout ça, et maintenant on va tout simplement à chaque tour dévoiler nos choix, et bien sûr commenter, expliquer pourquoi ce trade ne nous a pas plu, et peut-être aussi de temps en temps un contexte qui justifiait nos impressions. Est-ce que messieurs vous êtes prêts? On est prêt. Plutôt pas mal. Alors messieurs, je vous laisse, pour ceux qui écrivent, tranquillement écrire sur vos supports, sur vos tablettes, le nom ou le trade qui ne vous a pas plu. Et vous me dites quand vous êtes prêts. Quand vous voulez. Top 5. C'est bon? Oui. Le 5. Alors, on va commencer en place numéro 5 parmi les pires transferts des Suns dans les années 2000. Et les nominés sont... Ouais. Alors, nous avons du Brandon Knight, ou Brevin Knight plutôt. Hein. Ouais, Non, c'est Brandon. Ah, moi, c'est Brandon, moi. Non, c'est Brandon. Ah, Brevin. Ok, oui, parce qu'il y avait Brevin, effectivement. Ouais. Et toi, Pierre, qu'est-ce que tu nous en penses? Moi, j'ai Isaiah Thomas. Ah, vas-y, commence, Pierre. Isaiah Thomas. Ouais, vas-y, Isaiah Thomas. Et la belle année 2015. J'ai l'impression qu'on est sur une belle année cette année 2015. J'ai pris Isaiah Thomas, qui était un joueur de nos Phoenix Suns et qui a été échangé aux Celtics contre le fabuleux Marcus Thornton et un premier tour de draft 2016 qui deviendra Skal Labissière. C'est un choix pour moi de regret. Hein. C'est un joueur qui était bouché chez nous, honnêtement. Quand on voit en 2015, il y avait Bledsoe, Dragic qui jouaient de notre côté. Mais par contre, quand on voit ce qu'il est devenu et l'âme qu'il a mis dans les Celtics les années d'après, après sa draft, je me dis que c'est peut-être un joueur qui aurait pu exploser chez nous, surtout qu'on connaît après le futur d'Eric Bledsoe chez nous, de Mini Lebron, qui n'a pas été magnifique du tout. Donc voilà, c'était des années un peu noires pour nos Suns, on voit bien de toute façon. Cette date revient plusieurs fois, 2015, sur ce tour-là. Donc voilà, pour moi, c'est un des pires trades dans le sens regret, où j'aurais aimé voir un Isaiah Thomas qui explose chez nous dans cette époque où c'était quand même très compliqué les Suns. Voilà. Ouais, et puis par rapport à aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, autant on n'a pas de meneur, autant à l'époque, on les a empilés sur... Exactement, on avait beaucoup on recrute Dragic, hein, c'est-à-dire on a Bledsoe et on fait venir Dragic cet été-là, plus Isaiah Thomas, effectivement.
Donc oui, ok, très bien. Monsieur Mathieu, Ouais, bah moi j'ai Brandon ton Knight, choix. donc 2015. Donc bah, meneur encore. Alors déjà, je crois que son arrivée, je crois c'est un peu crado déjà. Enfin, c'est déjà pas extraordinaire. Et oui, déjà, c'est une période où on est nul, hein. On est 10e, on sait pas ce qu'on vise, on reconstruit, mais on reconstruit pas grand-chose. Enfin, on sait pas ce qu'on veut. Et il y a ce truc où tout simplement, donc on se débarrasse donc Braden Knight, parce que là il est même plus titulaire, ça se passe plus très bien, il commence à être 6e homme, mais ça reste un bon joueur, hein, Brandon Knight, même s'il n'a pas de carrière, mais on s'en débarrasse, mais on envoie en plus un first pick. Je veux dire, et derrière tu récupères quoi? Tyler Ennis et Miles Plumlee, quoi. Je veux dire, c'est le vide intersidéral, et en plus tu t'es débarrassé d'un premier tour alors que tu es dans une période où tu sais même pas, t'es moyen, mais moyen à Chicago d'aujourd'hui, t'es nul. Donc ouais, je trouve c'est dommage parce que je trouve que c'était un joueur qui avait encore un peu de valeur et il y avait largement moyen de récupérer au moins quelque chose de mieux. Et j'ai l'impression c'est nous qui avons donné en plus des choses intéressantes pour s'en débarrasser. Je trouve ça triste. Donc ouais, Brandon Knight 2015, une bonne année, comme Pierre l'a dit. En plus, je crois qu'on l'envoie, il est tétraplégique parce qu'il jouera pas beaucoup, hein, je crois, derrière. Ouais, et bah, je crois que c'est la fin, hein. Ça commence à être la fin, mais il avait du talent. Il avait montré des choses, mais il avait montré, même quand on le fait partir, là, c'était quoi, en février 2015, il était 6e homme, mais il jouait. C'est-à-dire qu'il avait du temps de jeu, il scorait, donc il y avait de la valeur. Je me doute bien qu'on voulait s'en débarrasser, mais quand tu vois ce que tu récupères derrière et ce que tu envoies aussi un first pick avec. Je trouve ça triste. Aujourd'hui, quand tu vois la galère, comment les clubs, les équipes, les franchises, elles ont du mal à donner un first pick, je me dis que mais t'as donné un first pick pour débarrasser de Brandon Knight. Genre. Je trouve qu'il y avait largement mieux à faire. Parfait. Alors moi, je vais te souffler la politesse, Bastien, parce que moi, je vais compléter l'année 2015 également. On ne s'est pas concerté. Moi, je vais parler de Marcus Morris. Donc, on avait réuni les frères Morris et ça se passe pas très très bien parce que deux têtes de con, parce que suspendu et parce que ça écoute rien. Et on décide de trader Marcus Morris. Donc, on l'enverra à Détroit. Et on va voir tout le génie de Ryan McDonough qui va envoyer donc Marcus Morris, Danny Granger qui ancien grand ailier, mais malheureusement pourri par les blessures, qui n'a quasiment pas joué chez nous, voire pas joué. Et on va envoyer Reggie Bullock, joueur honorable, hein, belle carrière, mais qui est à ses débuts. Et tout ça, on les échangera à Détroit contre un second tour. Voilà, très très bien joué. On expédie 3 joueurs contre un second tour qui ne deviendra absolument rien. Donc voilà le génie de Ryan McDonough qui, pour souvent, quand il a eu des joueurs caractériels pour s'en débarrasser, a accepté de se prostituer. Voilà, à toi Bastien. Donc moi, c'est l'autre Brevin Knight, donc meneur de jeu qui a été drafté à la fin des années 90. Il a été transféré à Phoenix parce qu'en fait, on avait fait une bonne saison à l'époque parce qu'il y avait le quatuor Johnson, Marbury, Marion et Stud. Et on devait se renforcer un petit peu dans tout ce qui était défense, tout ça. Et donc on récupère dans un transfert avec Memphis contre Robert Archibald, Krivyansky et Boutlo, contre Boutlo et Jake Sakalidis. C'était un meneur, franchement, que moi j'aimais bien perso parce que c'était un bon défenseur, un bon gestionnaire de la balle, très bon créateur, qui a apporté pas mal à l'équipe. Il a fait des bonnes choses au niveau des cases au début. Et malheureusement, il a joué que 3 matchs. Ça va être transféré donc à Washington contre J.D. White. J.D. White qui était un plot total. Et après, quand Brevin Knight a continué sa carrière, il a fait des belles choses au niveau des Bobcats. Il a été nommé deuxième meilleur passeur derrière Steve Nash à l'époque. Et aussi, dans les interceptions, il était dans les trois premiers sur plusieurs saisons. Donc, franchement, ça aurait été un bon apport au niveau des Suns dans les saisons d'après, quand les Suns avaient fait un bon run, ça aurait apporté beaucoup de choses au niveau de la défense pour soulager Nash et compagnie. Et malheureusement, Ok. voilà, on l'a transféré contre un plot et qui n'a rien servi. Ça arrive, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Les plots, Ouais. on va peut-être en aborder certains d'ici la fin de ce top 10. Donc parfait, messieurs. Donc pour ce premier tour, donc on a Brevin Knight pour Bastien, Brandon Knight pour Mathieu, j'ai Marcus Morris et enfin on a Isaiah Thomas pour Pierre. Parfait, messieurs. Écoutez, on va passer à notre 4e choix. Place numéro 4. Je vous laisse tranquillement écrire le vainqueur de la place du con en bas du podium.
Messieurs, êtes-vous prêts? Ouais. Allez, c'est parti. Place numéro 4. Alors, nous avons Kurt Thomas, direction Seattle, Rajon Rondo. J'ai pour ma part Jason Kidd. Et enfin, Pierre. Et j'avais Jason Kidd aussi en numéro 4. Parfait, parfait. On est calé là-dessus, Thierry. Alors, on va laisser la place, on va laisser parler Bastien. Bastien, explique-nous un petit peu ce choix. Alors, Rajon Rondo, que vous connaissez tous, qui a fait une très bonne carrière avec les Celtics, champion NBA. Il a été drafté par les Suns en 2006. Et après, juste après, il a été transféré contre le squelette de Brian Grant et un premier tour de draft qui a été choisi par Rudy Fernandez. Mais il n'a jamais porté le maillot. Et après, on a connu la carrière de Rondo. Et franchement, ça nous aurait apporté un gros plus pour l'après-Nash et des périodes où Phoenix était en de conférence Ouest. C'est vrai que c'était un jeu chaud. Alors, je crois que le choix, on le trade juste avant de drafter. C'est un choix de Boston, mais effectivement, on peut en citer. Il y en a eu pas mal dans ces cas-là. Des pics avec des trades échangés le jour avant la draft, effectivement, Rajon Rondo. Alors, aurait-il eu la carrière qu'il a eue s'il avait été à Phoenix? On ne le saura jamais. Ouais. Mais ça aurait pu être un joueur intéressant. La relève de Steve Nash, partout où il est passé, c'était quand même un joueur intéressant. Ouais, moi aussi, j'ai failli le mettre. Surtout que Fernandez, derrière, il a été retradé contre de l'argent. C'est-à-dire que vraiment, c'est Portland, je crois. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, à la fin, le trade, c'est Rondo contre de l'argent, quoi. Globalement, quand tu vois la carrière de Rondo, c'est vrai que c'est peut-être dommage, ouais. Et Mathieu? Moi, j'ai Kurt Thomas. Ah, vas-y, Bastien. Ouais. J'allais dire que depuis qu'il a été transféré, Rondo, il détestait les Suns. Je crois qu'il voulait affronter les Suns, il voulait faire la misère. Et quand il était tout le temps dans les discussions plusieurs fois pour revenir aux Suns. Et à chaque fois, il disait à tout le monde, si je vais au Suns, je ne porterai jamais le maillot. Donc, il a vraiment la haine. Elle ne l'a jamais porté. Voilà, parce qu'il voulait vraiment le porter. Il a fini tout ça. Et après, c'est vrai. Donc, il a gardé cette haine à vie sur nous. Quoi. Ouais, donc, vas-y. Moi, j'ai Kurt Thomas. Donc, Kurt Thomas, c'est 2007. C'est la belle période des Suns parce qu'ils ont fini deuxième quand même de l'Ouest. Il était arrivé de New York. Il avait sorti juste avant qu'il arrive aux Suns une année en double-double. Donc, c'était propre. Il n'a jamais... C'est là chute. Phoenix, je crois, j'ai l'impression que c'est souvent la franchise qui te fait chuter derrière parce que c'est ce qui s'est un peu passé pour Kurt Thomas quand même. Et moi, je l'ai mis en haut parce que je le trouve ouf. Déjà, parce que tout simplement, alors je n'ai pas vraiment l'envers du décor. J'ai regardé un peu. Est-ce que Kurt Thomas, il était cramé à la fin de Phoenix? Pourtant, il enchaîne derrière. Mais que tu t'en débarrasses, je comprends l'idée. Mais que tu t'en débarrasses en filant tes 2 first pick derrière et toi, tu récupères un vieux second tour. Alors, tu as une trade exception. Peut-être vous allez préciser le contexte. On a récupéré sûrement quelque chose derrière, j'imagine, que joue. Mais moi, je l'ai regardé un peu en détail et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire de vraiment se débarrasser? Est-ce que la valeur des first picks n'avait pas une telle valeur à l'époque? Mais tu files 2. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression, on te file des cacahuètes et toi, tu as filé tout, quoi. Je veux dire, tu t'es vendu, quoi. Là, je trouve ça assez hallucinant. Surtout que Kurt Thomas restait un bon joueur. Je me doute bien que ça commence à être un peu plus dur. Mais ça restait un bon joueur. Donc, je veux dire, est-ce que d'aller jusqu'à donner 2 first picks pour t'en débarrasser, je trouve ça assez hallucinant. Donc, ouais, moi, top 4, Kurt Thomas, c'est un de mes plus anciens pour moi, qui suis un des plus jeunes. Mais ouais, celui-là, quand je le regarde en détail et tout, un petit peu, je me suis dit, ok, il est pas mal celui-là. Donc, un pick qui deviendra Serge Ibaka. Oui, tout à fait, je l'ai noté en plus. Ouais, c'est le 2008 qui devient Serge Ibaka. L'autre est dégueu, c'est Quincy Pondexter, donc c'est pas extraordinaire, mais ouais, il devient donc Serge Ibaka. Donc non, mais là, ouais, franchement, celui-là, c'était mon numéro 6. Moi, je l'ai pas mis, mais c'était mon numéro 6. Ouais, il est aussi. Il est moche. Ouais, il a un peu cramé, et puis on est en 2007, et on n'est pas encore dans le tanking et dans aussi importance des premiers choix. Et puis je crois qu'il y a une notion aussi par rapport à la masse salariale. Je pense qu'à l'époque, on a quelques gros contrats, quelques prolongations qui pèsent. Mais Kurt Thomas, un soldat qui avait changé notre franchise parce qu'on était toujours en rate de pivot. Et même si c'était un petit pivot, c'était un vrai vet qui a été plutôt précieux. Mais effectivement, envoyer de first pick en plus, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça n'aurait aucun sens. Il y a eu un autre sens donné à cette époque-ci. Écoute, avec Pierre, on a Jason Kidd. Alors, on est sur 2001, sur son départ. 2001, exactement. Son départ.
18 Donc juillet 2001. je repose le contexte très rapide. Jason Kidd est là depuis plusieurs saisons, il est All-Star, il est considéré comme le meilleur ou l'un des meilleurs meneurs. Et il y a une petite brouille en interne qui fait une petite tension, qui fait qui va aboutir à cette intersaison, à son trade. Alors il part pas tout seul, hein, c'est un deal avec New Jersey. Il part pas tout seul puisqu'il il part avec Chris Dudley. Alors si vous connaissez pas Chris Dudley, si vous avez jamais vu le pire tireur de lancer franc du monde, Ouais. il est là, notamment célèbre pour ses passages pour être le backup de Patrick Ewing à New York notamment. Mais voilà, on avait Chris Dudley, on envoie ça à New Jersey et on va récupérer Stephen Marbury, Johnny Newman et Soumaïla Samake, qui de pense ne portera d'ailleurs jamais le maillot des Suns. Mais voilà, c'est un gros trade, un très très gros trade à l'été 2001 qui verra l'échange de deux meneurs aux trajectoires de carrière complètement opposées. Je te laisse en parler, Pierre. Ouais, écoute, moi je l'ai mis alors seulement 4e parce qu'on récupère quand même Stephen Marbury qui a staté quand même chez nous. C'est un joueur qui a fait plus de 20 points chez nous, voilà, qui a été un peu flashy quand même. Bon, à côté de ça, on a un Jason Kidd qui mettra les Nets sur la carte, hein, on peut le dire clairement, avec des saisons fantastiques sur ces saisons d'après. Marbury, après, il est rééchangé en 2004 au Knicks. Voilà, moi, c'est vraiment le côté brouille extra sportif qui fait que tu es obligé d'échanger le meilleur meneur acquis déjà à l'époque de la ligue contre un Stephen Marbury qui est bon, hein, faut pas, mais voilà, qui n'était pas au niveau de Jason Kidd. Et donc voilà, moi c'est vraiment ce côté extra sportif qui impacte le sportif et qui fait que tu perds Jason Kidd quoi quand même. Ouais, Cheveux effectivement, peroxydés en plus à ouais. l'époque. Ouais, oui, exactement. Et qui était encore loin de devenir le joueur qu'il était. Hein. Il était Qui est vraiment encore meilleur, honnête, ouais. qui n'est pas un shooter, hein, qui Qui est pas shooter, ouais. deviendra un très bon shooter, mais qui aura des pourcentages suspects, mais effectivement qui redonne une seconde vie parce que on l'a cherché depuis, j'ai envie de dire depuis les finales 93, enfin et le départ de Barkley en 95 plutôt. On cherchait de l'oxygène effectivement, et Marbury arrive certes. Contre Kidd, donc tu l'as dit, joueur super spectaculaire, mais un soliste, ingérable, hein, qui en est déjà à sa 3e franchise en 6 ans, après Minnesota et New Jersey. Et voilà, derrière, certes, il y aura quelques éclaircies, un super game winner en playoff face aux Spurs notamment, mais trop individualiste à l'image de sa carrière, un talent fou, mais finalement pas grand chose hormis des highlights. Donc effectivement, moi aussi je l'ai mis en position 4. J'ai pas pu le mettre plus haut parce que les 3 de devant sont quand même assez intouchables, mais une vraie déception. Alors sur le moment certes, mais encore plus lorsqu'on voit après, comme tu l'as dit, comme il a transformé notamment New Jersey avec une équipe moribonde. Il en a fait des finalistes NBA. C'est ça. Bien, messieurs, écoutez, on va passer au podium. Première marche du podium, donc en position numéro 3. Qui avez-vous mis sur votre podium? Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, nous avons Kevin Durant pour Mathieu et moi. On a le Shaq pour Bastien et Pierre. J'ai notre ami Bradley Beal. Et Bradley Beal pour Pierre. Alors, écoute, Pierre, on va justement, puisqu'on est sur un dossier quand même qui vient d'être clos, donc on va te laisser pour nous parler de ce cher Bradley. Alors, Bradley Beal, échangé l'été 2023 chez nos Suns, et on aura envoyé Chris Paul, Landry Shamet du second tour et du swap, plus savoir qu'en faire, pour mener le plus gros Big Three que la NBA ait jamais connu. Et voilà, et c'est bien ça le problème, c'est que le Big Three n'aura pas lieu. C'est une grosse déception pour moi. Je le mets pas plus haut. Je sais pas pourquoi, parce que je voulais en mettre un autre. Je voulais en mettre 2 autres devant.
c'est aussi personnel. Non, Bradley Beal, c'est aussi une déception parce que moi, j'y ai un peu cru. Je ne vais pas vous mentir, Bradley Beal, c'est un joueur que j'aimais beaucoup à sa grande époque à Washington. Et c'est un joueur qui malheureusement n'aura jamais pu passer au-delà de ses blessures et aussi d'une mentalité qui n'a pas l'air top. Donc voilà, donc je suis un peu déçu. Il aura aussi peut-être un peu détruit notre flexibilité avec le Big Three, mais c'est pas le seul. Donc bon, c'est des saisons qu'on a vues, hein, c'est des saisons très décevantes. Les stats sont un peu corrects pour Bradley Beal, hein. Il a 18 points, 50% au shoot, mais sans aucun impact sur le terrain, on l'aura vu et revu. On reçoit aussi Isaiah Todd et Jordan Goodwin dans cet échange, bon, on va dire négligeable. Et on envoie Chris Paul, alors un Chris Paul qu'on voulait pas re-signer, qui était très vieux. C'est pour ça que moi, je l'ai mis qu'à ce niveau-là, parce que pour moi, Chris Paul, entre guillemets, fallait qu'on essaye de s'en débarrasser déjà, c'est pour moi à cette époque-là. Est-ce qu'on aurait pu trouver mieux? Peut-être. C'est plutôt le côté, beaucoup de second choix et des pick swap à côté. Ça, c'est un peu compliqué. Landry Shamet, bon, la perte de Landry Shamet m'a pas non plus fait pleurer, hein, je vais pas mentir. Donc voilà, donc top 3 sur le podium. Pour moi, il devait être là. Est-ce que vous l'avez mis au-dessus? On verra bien. Mais voilà. Mais moi, je l'ai mis troisième parce que les trades au-dessus m'ont plus touché et marqué. Voilà. Parfait. Eh ben écoute, Bastien, c'est le Shaq. Parle-nous de ce fameux transfert. Bon, je ne vais pas faire le résumé de sa carrière, vous connaissez tous. Donc, Shaquille O'Neal, qui était chez les Miami Heat. Et à l'époque, les Suns, donc ils avaient le quatuor Sean Marion, Stu et Nash. Et il y avait un peu des discussions dans les vestiaires comme quoi les Suns seraient intéressés à faire un transfert de Sean Marion. Donc ils essayaient un peu de voir un peu sa cote pour garder le duo Nash-Stud. Et donc il y avait des propositions. Il y avait eu contre Lamar Odom à l'époque chez les Lakers. Les Lakers étaient très intéressés. Il y avait aussi, je crois que c'était le Utah Jazz avec Kirilenko. Donc il y avait pas mal de rumeurs à ce niveau. Et Sean Marion, ça ne lui plaisait pas parce qu'il était drafté par les Suns. Il voulait garder le maillot du début jusqu'à la fin aux Suns. Et finalement, c'est lui qui a demandé absolument son transfert. Donc ils ont essayé de booster un peu à droite à gauche. Et on l'a finalement transféré chez les Heat contre le Shaq et contre Banks. Donc le Shaq arrive aux Suns. Le lendemain, il assiste à un match des Suns. Tu le vois dans les tribunes. Il montre son doigt pour dire « Vous inquiétez pas, cette année, c'est nous qu'on aurons la bague. » Résultat des courses, à la fin de la saison, on se fait bouffer contre les Spurs au premier tour des playoffs, 4-1. Et la saison d'après, avec lui, on ne va même pas en playoffs. Malgré qu'on avait quand même Grant Hill, on avait quand même de très bons joueurs, on avait Richardson, on avait Stud, on avait Nash, tout ça. Donc voilà, comme il a plombé l'équipe au niveau de la vitesse, de tout. Malgré qu'il faisait du 15-9 rebonds et un compte par match, il a été All-Star. Mais après, voilà, c'était plus le Shaq d'avant. Donc pour moi, ça a été un boulet et ça nous a fait perdre la crédibilité après, quoi. Clairement. Oui, il était. Sean Marion avait surtout, il y avait un problème. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le livre de McCallum, mais il y a une problématique effectivement de contrat, une problématique aussi qu'il souhaite être une option. Il vit mal le fait d'être la troisième option de l'équipe. Et il y a cette problématique et effectivement, il décide. En plus, on veut jouer quart de terrain, on veut arrêter puisqu'il y a le départ derrière il y aura le départ derrière du coach, l'arrivée de Terry Porter, on veut jouer carte terrain et effectivement on mise sur le Shaq. Ce qui n'est pas une mauvaise idée à la base. Moi, c'était pas un transfert j'aimais bien Marion, bien évidemment, mais le Shaq, ça restait quand même en NBA à ce moment-là, même vieillissant, dominant, mais ça n'a pas fonctionné. Donc effectivement, un regret, mais c'est pas la première star en fin de carrière qu'on va chercher, sur lesquelles, malheureusement, on n'a pas capitalisé. En parlant justement de ça, on est deux donc à avoir parlé donc de Kevin Durant. Alors je suppose qu'on est bien d'accord, c'est sur son arrivée. Ouais, bien sûr. Voilà, on se met bien d'accord. Hein, donc le premier coup d'éclat de Matisse Bia qui appelle nommé le 9 février 2023 nous envoie une bombinette. Il est 7h du matin, heure française. Et on découvre tout ce trade. Alors, avant de te laisser la parole, je donne rapidement le trade. Phoenix va chercher, Jbia veut marquer son territoire et va chercher Kevin Durant. Jusqu'à la bonne idée. On récupérera TJ Warren, une ancienne connaissance qui viendra et qui, sur le papier,
en sortie de banc, pourquoi pas. Mais ce qui va surtout, alors c'est un échange à 4 équipes parce que Milwaukee, Indiana seront là pour équilibrer les salaires. Eux n'auront pas grand-chose. C'est surtout les Nets qui vont accueillir les jumeaux, Bridges et Cam Johnson, qui vont débarquer, et on va se délester de 5 first pick pour aller chercher Kevin Durant. Donc on va vraiment hypothéquer notre avenir et une jeunesse prometteuse pour aller chercher celui qu'on considère comme le meilleur scoreur à ce moment-là, intrinsèquement, de la Ligue. Toi, Mathieu, cette troisième place, qu'est-ce qui a... Bah moi, à côté, quand je l'ai noté, j'ai marqué fin d'une ère. Voilà, c'est la fin d'une ère parce que Michael Bridges, on le sait tous, on en parle encore aujourd'hui, c'était le gros, vraiment le chouchou de la fanbase. Cam Johnson, on avait aussi, on le kiffait aussi, mais Michael Bridges, c'est vrai que moi, je me souviens le matin quand j'ai regardé, c'est moi qui l'avais posté en plus sur Facebook. J'avais ce truc, quand j'ai lu, j'étais content. Kevin Durant, quand même, c'est Kevin Durant, mais quand j'ai lu Michael Bridges, je me suis dit, c'est qu'il y a un problème quand au fond de toi tu te dis normalement tu as Kevin Durant, tu devrais être heureux, et là il y a ce truc de me dire il y a quelque chose qui va pas, quoi. Je me suis dit non, c'est pas bon. Et alors j'ai rien contre le joueur Kevin Durant qui a toujours fait au maximum son boulot. Il a été un peu blessé, mais on le sait que c'est quelqu'un de fragile aujourd'hui, même de manière globale. Mais aujourd'hui, voilà, on a du recul, et aujourd'hui c'est un échec complet. Tu avais une équipe qui était compétitive, tu avais une équipe qui pouvait gagner le titre, tu avais une équipe qui était jeune. Alors, je veux dire, on parle d'une équipe qui a en globalité moins de 25 ans, donc je veux dire, on est en train de s'enjailler sur des équipes comme Houston, comme OKC. On avait cette équipe-là, on l'avait cette équipe, et on a tout gâché pour Kevin Durant. Et surtout, en plus, en vrai, avec du recul, tous les picks, les first picks qu'on a donnés, en fait, on l'a surpayé. Globalement, on a perdu le deal. On l'a perdu le deal avec du recul aujourd'hui, on l'a perdu. Et oui, c'est pour ça, la seule chose qui me fait que je le mets que troisième, c'est que c'est Kevin Durant. C'est la seule chose pourquoi il est seulement troisième dans mon classement. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un échec. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pourquoi tu l'as mis là, Thierry? Moi, je l'ai mis là, mais c'est purement émotionnel. C'est-à-dire que c'est pas un ressenti aujourd'hui, 2 ans et demi après, c'est vraiment le ressenti du moment. Je vois je me lève et je vois j'ai la notif du tweet du Vosges immédiatement. Je me connecte et je vois ça. Et honnêtement, c'est ce que je dis. J'ai rarement, ça reste du sport. On met de l'émotion, ça reste du sport. On peut être déçu. Mais là, honnêtement, on m'aurait annoncé la mort d'un proche. C'était moi le départ de Bridges et Johnson. C'est un crève-cœur terrible, terrible, parce que sont 2 jeunes attachants. Ils font partie de cette fameuse campagne de draft sur laquelle on se reconstruit. Ce sont 2 gamins, pour moi, c'est des profils hyper importants quand on veut être ambitieux. Des joueurs de l'ombre, voilà, des joueurs assez rares, et des sourires et de la perf, parce qu'on est sur du Michael Bridges qui pour moi aurait dû être un son de sa vie, et Cam Johnson qui fait 6 premiers mois, pas tout à fait 6 premiers mois, mais qui fait 4 premiers mois monstrueux, où il est en train vraiment, alors ça reste un joueur, ce n'est pas un All-Star, ça reste un role player plus, mais un joueur ô combien important. Et effectivement, c'est Kevin Durant, tu as raison. Moi aussi, je le mets 3 seulement 3 parce que ça reste Kevin Durant. Mais là, effectivement, on a voulu faire du win now, alors que je suis persuadé que si on avait été patient, on serait très loin d'être dans cet état-là, parce qu'on avait une équipe jeune, on avait des pics à plus savoir quoi en faire. Il y avait des ajustements à faire certainement, mais voilà, il y a eu de la panique, et je pense que c'est toujours le problématique quand il y a un nouveau propriétaire, c'est qu'il fait une dinguerie à peine il arrive. Nous, il nous a fait une belle. On va peut-être mettre 10 ans à purger ce trade-là. Mais malheureusement, voilà, aujourd'hui, voilà, il est parti, il n'en reste pas grand-chose, et je préfère même pas calculer au final ce qui est devenu cet échange, en le mettant à jour avec ce qui est aujourd'hui. Donc moi, ça sera également mon choix numéro 3. Messieurs, on s'approche du dénouement. Choix numéro 2. Avec qui avez-vous hésité? Si vous avez hésité, bien évidemment. Ouais, un petit peu. Il était à 2 doigts de franchir
votre Le Graal. numéro 1. Non, le numéro 1, je l'avais là. Messieurs, choix numéro 2. Alors, nous avons du Ben Wallace pour notre ami Bastien. L'échange Shaq Marion, donc que qu'a Bastien parlé a Bastien parlé tout à juste l'heure. avant. Pour moi, il y aura Amar'e Stoudemire 2010. Et pour Pierre, Et ben c'était Sean Marion, Shaquille O'Neal aussi. En bon, numéro 2. Sean Marion, Shaquille O'Neal, ce que je Bon. vous propose, c'est de donner vous votre version et de rajouter si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce qu'a dit Bastien. Vas-y, Mathieu. Ouais, moi, juste, il y avait cette rumeur, surtout ce qui avait mis l'huile sur le feu, je crois, c'est la rumeur Kevin Garnett. Je sais que les Suns s'étaient intéressés à cette rumeur, et Sean Marion, je crois, ça aussi, ça n'a pas aidé. Moi, je la mets assez haute, celle-ci, parce que Sean Marion, je trouve déjà, on ne l'a jamais respecté. Je trouve que, franchement, un joueur extraordinaire, et il est toujours passé derrière. Alors, je comprends Steve Nash, il a été MVP, tout ça, mais je trouve qu'il est sous-coté dans sa carrière. Il a toujours été sous-coté dans sa carrière. Et là, on peut dire aussi c'est la fin d'une ère, parce qu'on change totalement de style de jeu. On change complètement en prenant Shaquille O'Neal, qui n'est pas cramé, parce qu'il a un style de jeu qui fait qu'il peut être encore performant, mais encore une fois, je trouve, il passe de Miami et Shaquille O'Neal, on a l'impression dans l'histoire que après Miami, ça y est, c'est le fini, Shaquille O'Neal. C'est-à-dire qu'il a été All-Star, mais globalement, c'est un Shaquille O'Neal qui commence vraiment à se ressentir au niveau l'âge. Et c'est pour ça que je trouve qu'il est important, parce que je trouve que c'est là où on voit l'importance du joueur qui était Sean Marion. Il aimait la franchise, et encore une fois, comme un peu Mikal, c'est des gars qu'on a jetés parce qu'on ne les a pas respectés, on n'a pas voulu mettre de l'argent. Et ouais, ça, je trouve que c'est un trait important, parce que, en fait, encore une fois, on est passé d'une équipe qui était compétitive à derrière le vide encore. Et là, ça a été le vide, quoi. Donc ouais, je le mets assez haut. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pierre? Et ben, la fin d'une ère, tu l'as très bien dit. C'est pour ça que je l'ai mis. Pour moi, l'importance qu'il a aussi dans l'histoire des Suns. La fin du run and gun, comme on l'a connu. La fin pour moi de ce qui allait le mieux aussi à Steve Nash. Et qui, pour moi, qui suis un amoureux de Steve Nash, ça m'embête un peu aussi. C'est le GM, c'était notre ami, le coach des Warriors maintenant, c'était Steve Kerr. Steve Kerr. C'était Steve Kerr qui fait ça. Vous l'avez déjà dit, on voulait pas payer Sean Marion, il se sentait pas évalué à sa juste valeur, et on a décidé d'arrêter un style de jeu qui aura révolutionné la NBA. Et donc pour moi, ce trade, c'est un peu un aveu d'échec sur cette ère, et donc c'est émotionnellement qui me fait mal, même si j'adore Shaquille O'Neal à la base, c'est un joueur que j'aime vraiment énormément, mais c'était pas un joueur pour nos Suns de l'époque pour moi, et donc ça me fait très mal, et donc je l'ai mis là, en 2. Ouais, Robert Cyber ne payait pas, il était quand même réputé pour ne pas mettre la main au portefeuille. Mais après, Phoenix, il faut savoir aussi que le Shaq vient aussi à Phoenix, parce que Phoenix, à l'époque, a quelques marabouts dans le staff médical qui retapent les gars. Et c'est vrai que le Shaq, qui avait des genoux qui commençaient un petit peu à grincer à force de trimballer sa carrière de frigo américain, il a essayé de se relancer. Mais effectivement, tu l'as dit, hein, le Shaq, il n'a jamais été dans des équipes, en tout cas lui, même si aux Lakers, c'était pas non plus du run and gun, hein, c'est-à-dire que oui, il y avait des joueurs qui allaient vite, mais le Shaq n'était pas non plus un joueur qui faisait l'essuie-glace comme nous on avait besoin à cette époque-là. Dommage, il arrive 5 ans trop tard. Ouais. Bastien Ben Wallace, le cadavre de Ben Wallace. Qu'est-ce qui t'a choqué dans ce trade? Moi, ce qui m'a choqué, donc déjà, on s'est débarrassé de Shaquille O'Neal en 2009. Donc, on l'a transféré au Cavs contre Pavlovic et Ben Wallace. Et pour moi, Ben Wallace, là, tu regardes après quand il est reparti chez les Pistons, tout ça, il avait encore des beaux restes, quoi. Pour moi, personnellement, quoi. Et je pense qu'il aurait apporté beaucoup plus en 2010, quand ils ont fait les finales de conférence Ouest. À la place, on avait Robin Lopez, que voilà, quoi, c'était pas non plus flambant, quoi. Il y avait un Collins, il y avait Dwayne, comment s'appelle déjà, Dwayne Jones. Et Dwayne Jones, tout ça, donc c'était nos pivots. Donc à l'époque, à choisir entre ces trois-là, ils ont préféré miser eux que sur Ben Wallace. Et Ben Wallace, franchement, avec le 5 majeur qu'on aurait eu de Ben Wallace, Stud, Grant Hill, Richardson et Steve Nash, je pense qu'on
on aurait pu faire quelque chose de mieux que contre les Lakers en finale de conférence. Ben Wallace qui arrive, qui sera cuté. Pour ceux qui ne savent pas, Ben Wallace n'a jamais joué pour nous. Hein. Non, il sera il est cuté. cuté. Et il est cuté. Et il arrive blessé en plus. Donc, quand il est parti, juste après, il a re-signé, il a fait plus de 9 rebonds, il a été encore dominateur en défense, tout ça. Et franchement, par rapport aux 3 que j'ai dit, et voilà, ça, je sais qui choisir. Quoi. Et après, il est sur le gros contrat de Chicago, puisqu'il signe, je crois, un très gros contrat quand il s'en va de Détroit, et on le cut pour pas payer la luxury tax. Ouais. Robert Sarver encore. Il aurait pu que tu aies d'autres joueurs qui étaient. Possible, on ne saura jamais. Il fait partie des joueurs, bien sûr, des trades et pour lesquels il n'a pas fait d'apparition. Pour ma part, moi, je vais vous parler d'Amare Stoudemire, le Stud qui, en 2010, après, là aussi, des accrochages, souhaite partir. Il souhaite rejoindre les Knicks de New York et Mike D'Antoni. Le coach a pris les rênes de New York et voit en Stud celui capable de redonner son éclat à New York, et un bras de fer va être mis en interne. Le Stud en plus sort d'opérations qui lui ont fait rater un peu de matchs, et finalement on va céder le 8 juillet 2010. On va finir par trader Amare à New York. Moi, le trade était inévitable, c'est un crève-cœur, mais le joueur ne voulait plus trop jouer. Mais moi, c'est surtout la contrepartie, puisque en échange d'un multiple All-Star et d'un joueur emblématique, en tout cas à cette époque-là, parce qu'on parle de Steve Nash, mais ceux qui n'ont pas vu jouer Stoudemire, c'était quand même physiquement un joueur exceptionnel. Et ben Phoenix va récupérer un second tour 2012, voilà, avec une petite trade exception. Donc on a clairement, hormis le trade de Paul Gasol de Memphis à Los Angeles, j'ai rarement vu un trade aussi dégueulasse, et je comprends pas pourquoi la NBA à un moment donné n'a pas mis son nez dedans, parce que clairement là on n'est plus sur sur des soldes, on est sur un braquage, et il ira faire les beaux jours. Ouais, il ira faire les beaux jours de New York, en tout cas une saison, puisqu'après malheureusement son corps va le lâcher, mais Stud, même à 80%, ça restait quand même un monstre, et il aura fait une carrière certes courte, mais arrivé jeune. Mais voilà, c'était la fin d'une ère aussi, puisque c'était un des derniers, pas le dernier, mais un des derniers de cette ère-là à quitter le navire. Et quand on voit qui on a recruté, je crois qu'on va chercher, sur la free agency, Hakim Warrick pour remplacer notre cher Stoudemire. Voilà, c'était la fin d'une ère, et pour moi, ça méritait une deuxième place. Ouais, c'est vrai. Parfait, messieurs. Ce qui est sûr, il n'y aura pas de consensus sur la première place. En tout cas, je ne pense pas. Mais je pense que nous pourrions avoir quand même une majorité. Une majorité. Une majorité sur ça. J'ai vu la date, Mathieu. Une majorité sur ça. Donc je vous propose de dévoiler quel est celui qui mérite la palme. Bastien prend tout le monde à contre-pied. Bastien a adoré le transfert. Alors attends, Bastien, moi je suis. Alors attends, Pierre d'abord. Pierre, et moi en numéro 1, j'ai Kevin Durant. Ouais, on s'en Kevin Durant. On s'en doutait un petit peu. Mais alors, Bastien, dans quel métaverse vis-tu? Et explique-nous le trade d'Elfrid Payton. Non, en fait, j'ai pensé pareil que vous par rapport à Bradley Beal et Durant. Donc je sais que vous allez sortir, donc c'est pour ça que je ne les ai pas marqués. Moi, j'ai mis Elfrid Payton, parce que comme vous savez, c'était un chouchou pour moi. Je trouvais que c'était un joueur qui n'était vraiment pas mauvais, créateur, défenseur, passeur, rebondeur. Il y avait des très bons stats, tout ça. Et l'NBA l'a jamais compris. Les fans des Suns l'ont jamais compris. Il n'y a que moi qui l'ai compris. Voilà. On a remarqué, belle carrière en tout cas. Très, très, très belle carrière. Il a quand même montré des choses. Et voilà. Il fait un triple-double, je crois, sur son match avec nous. Mais là, on a fait d'autres. Après, j'ai pensé aussi comme vous, Bradley Beal ou Durant, mais après, vous avez tout bien résumé, ça sert à rien. Mais petite question, Bastien. Donc, Elfrid Payton, c'est quoi sa fin avec les Suns? Parce que je ne l'ai pas là en tête. On le trade? Ils ont préféré le faire jouer Chris Paul que lui. Voilà. Ouais, parce qu'il revient, il fait deux passages. Il finit sa saison et après, il fait deux passages. À nouveau. Ouais. Il a fait des belles choses quand il était à New Orleans avec Anthony Davis. Donc pour toi, chaque trade à chaque fois qu'on l'a tradé, c'était une erreur, quoi.
Voilà, c'est une erreur totale. Et rappelez-vous, il y a quelques ans, quand il était au Suns, qu'il est parti, il a fait quand même, je crois qu'il était allé chez les New Orleans. Il a fait quand même de belles choses. Et on avait comme meneur Isaac Aman. Ah, Pas mal. Alors, il a fait une carrière en Europe, lui. Hein. Ouais. Des trucs comme après, ça. on Donc, aura. des fois. On est d'accord on était sur du tanking aussi. Hein. On était sur du Oui, c'était pas. tanking. Oui. Des meneurs, mais ok, mais écoute, si Elfrid Payton pour Bah, toi est un regret. Mais après Je Bradley Beal, Durant, je n'ai pas résisté. Merci Bastien. Le bonheur. tu sais que son numéro ne sera pas retiré. Hein. Ah, j'avais dit peut-être dans le contraire. C'est dans les tuyaux. À tous les fans des Suns qui nous suivent ou autres fans des Suns, si un jour vous trouvez le maillot d'Elfrid Payton. Ils en ont vendu 2, je crois. Tenez-moi au courant. C'était son numéro, d'ailleurs, c'était son numéro. Les maillots sont collecteurs après, donc il ne fait pas. Hein. Bah, on essaiera je sais même pas s'ils ont eu le temps de l'imprimer. Voilà. Ok. Pierre, Kevin Durant. Donc Kevin Durant. C'est le premier choix pour toi. C'est mon premier choix. Alors, j'ai mis Bill en 3 parce que je voulais pas mettre 1 et 2 les mêmes les drafts de 2023. Les drafts, n'importe quoi, les trades de 2023, pardon. Mais Durant parce que c'est celui qui m'a marqué le plus. T'en as très bien parlé, Thierry. C'était émotionnel. Le départ de Mikal et de Cam Johnson, ça a été très compliqué. C'était le départ de l'équipe qui nous avait fait rêver après des années de merde. Et moi, Kevin Durant ou pas, je m'en fous en fait. C'est ça qui m'a le plus choqué. Pour moi, c'est vraiment ce manque de confiance en cette équipe qui pourtant avait montré qu'elle savait faire des bonnes choses. Ce manque de confiance envers des jeunes qui se donnaient à fond pour cette équipe. On rappelle Mikal Bridges, normalement drafté par Philly, qui vient chez nous. Avec sa mère qui bossait pour Philly. Donc ça avait été un choc pour lui à la base et il n'en a jamais montré quoi que ce soit. Et il a été un pilier de notre équipe. Cameron Johnson, on le rappelle, moqué, le choix moqué au moment pour les Suns. C'était Kobe White qui avait dit quoi, ils ont drafté Cam Johnson? Et ben, il a montré aussi par la détermination qu'il était capable de jouer. Et donc voilà, voir ces deux partir, ça m'a un peu foutu en l'air, même si voilà, Kevin Durant, c'était Kevin Durant, je suis d'accord, mais ça m'a fait vraiment mal. Et en plus, les tours de draft, quoi. Je veux dire, si on est dans un espèce de marasme terrible et on se demande mais comment on peut reconstruire et on doit se satisfaire de ce qu'on a parce que voilà, bon, il y a aussi le choix Bradley Beal, ça vous en parlerez après moi. Mais il y a aussi tous ces pics de draft qui partent. Voilà, pour moi, une autre fin d'air, comme l'a dit Mathieu. Et la fin d'une équipe qui aura ramené énormément de fans, je pense, chez les Suns et qui aura refait vivre et redonné des couleurs au désert. Donc voilà. Le pire choix. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est un sujet dont je pense dont on aura cesse de reparler dans les années qui viennent. Mathieu, donc on est d'accord. Nous, c'est Bradley Beal. Donc on a parlé de ce trade. On a parlé de ce trade où l'objectif avoué était de shorter clairement Chris Paul, qui avait une player option de 2 ans, je crois, quelque chose comme ça, assez élevé. Non, mais player option, il restait rien. Hein. C'était sa dernière année de contrat en plus. C'est ça, sa dernière année. Ok. Ouais, donc en plus. On a voulu voilà, évacuer un Chris Paul apparu très affaibli sur les playoffs 2023. Et l'une des idées après la venue de Durant, l'une des idées de la direction, c'était d'associer donc ce fameux joueur Bradley Beal sur nos lignes arrières. Alors, je vais te la décomposer. Première chose, comment tu l'accueilles au départ? Et après, maintenant que l'épisode est fini, qu'est-ce que tu en penses? Sur le papier, je comprends l'idée d'envoyer Chris Paul. Il s'était blessé durant les playoffs. En fin de compte, avec du recul, est-ce qu'on n'aurait pas pu lui donner une dernière chance? C'était sa dernière année de contrat. On s'en débarrassait, on se faisait de la place. Il y avait moyen de récupérer un autre meneur derrière. Donc avec du recul, c'est pas un très bon mot. L'idée de mettre Bradley Beal, au moins j'espère que pour l'histoire de la NBA, on comprendra que, je vais dire ça pour nous, mais que 2 arrières, globalement, ça marche pas. Voilà, on verra bien cette année, mais on verra bien. Mais
Bradley Beal, c'est bizarre ça. dans l'idée, Bradley Beal, je ne suis pas contre le joueur. Ça reste un joueur talentueux. Il l'a montré par intermittence chez nous. Moi, vraiment, ce que je reproche, je l'ai jamais trop marqué et tout, ou dit. Moi, ce que je reproche vraiment, là je trouve que c'est de l'incompétence. C'est même pas d'être allé chercher Bradley Beal. C'est que tu vas chercher Bradley Beal et tu n'es même pas capable, dans une négociation, de lui dire, mec, tu viens chez nous, on te propose une équipe compétitive, tu vas jouer avec Kevin Durant et Devin Booker, mais fais sauter la no trade clause. Comment tu peux prendre Bradley Beal alors que c'est peut-être la seule fois dans sa vie où tu lui proposes le plus gros projet. Il a été compétitif avec Washington, mais ça s'arrête là, c'est pas non plus extraordinaire. Tu lui proposes une équipe de fous, avec des joueurs de fous, et tu n'es même pas capable, dans une négociation, des mecs qui sont payés des millions de dollars, de lui dire bah mec, on te prend avec ton contrat, mais juste fais sauter ta no trade clause. Comme ça, si à un moment donné ça merdouille, tu comprends que bah voilà, comme ça on peut te trader et tout. Et ça, là, à ce niveau-là, vu les salaires des dirigeants, c'est de l'incompétence, quoi. Aujourd'hui, tu es viré alors que tu gagnes 2000 € quand tu fais des mauvais choix dans la réalité, quoi. C'est une honte. C'est une honte. Et tu peux rajouter la dernière chose, Bradley Beal, il a été ultra irrespectueux envers la franchise. Il a été ultra hautain, je comprends, il kiffe sa vie, les basketteurs, mais j'aimerais te dire presque heureusement. Mais quand tu es nul à chier, que tu rates la moitié des saisons à chaque fois, et qu'en plus, t'es nul, t'es sur le terrain, tu sais même pas, tu te la pètes et tout, et ta franchise elle est nulle. Franchement, honnêtement, j'ai honte, mec, t'as pas de respect. Je sais pas comment tu fais pour te regarder dans le miroir, Bradley Beal tous les jours. Je vais me retenir, mais honnêtement, c'est de l'incompétence. Mais moi, ce que je redis, l'incompétence, c'est les dirigeants de prendre un mec comme ça et de pas lui faire sauter sa no trade clause, alors que c'est toi qui es dominant dans le trade, parce que c'est toi qui lui dis, tu vas venir dans une équipe compétitive. Et à cause de ça, regardez, t'as Kevin Durant qui nous a fait mal, et aujourd'hui, celui-là, il nous achève. Il nous a achevé. Parce que Kevin Durant, on ne pourra pas lui reprocher, au moins sur le terrain, il a été Kevin Durant. Bradley Beal, c'est un nul. Un gros nul, et franchement, j'espère qu'il ne gagnera jamais un titre de sa vie. Désolé les Clippers, parce que ce mec-là, il ne mérite pas de gagner autant de millions de dollars, vu la mentalité de ce joueur. Donc, il me fout la haine. Donc, ouais, bien premier, là. Donc, Thierry, à toi. Ouais, t'as quand même bien résumé. Hein, Je m'étais déjà exprimé sur le sujet. Moi, j'y ai cru. Il y a un moment où j'y ai cru. Voilà, je pensais qu'un joueur comme ça, qui sortait de plusieurs saisons minées par les blessures, je pensais qu'en arrivant à Phoenix, il accepterait d'être un lieutenant. Et il était pour moi suffisamment. Il avait suffisamment de qualité athlétique et physique pour jouer sur ce poste de meneur et défendre, pas être un créateur, parce que Devin Booker pour moi a suffisamment de talent pour créer. Il y a beaucoup d'arrières qui se sont reconvertis comme ça, des très très gros scoreurs qui sont devenus plus tard des défenseurs au service du collectif. J'ai grandi avec les Bulls, donc Ron Harper pour moi est l'un des plus beaux exemples que j'ai connus. Et je pensais que pour aller chercher ce titre-là, surtout dans cette équipe-là, il s'assoirait un petit peu sur son ego. On a vu Chris Bosh le faire avec Miami en acceptant de devenir un lieutenant, voire un lieutenant moins, puisque derrière Wade et LeBron James, il n'y avait pas beaucoup de ballons. Je pensais qu'il serait capable, j'y ai cru une saison. Effectivement, ça a échoué. C'est même pas le... on envoie quand même 3 first pick et 5 second tours, je crois. Ouais, non, on envoie beaucoup. Dans ce trade. Il y a des pick swaps, il y a des pick swaps. C'est des pick swaps et 6 second tours. Ou 6 second tours. Voilà, donc si tu veux, on l'a surpayé. Et effectivement, la no trade clause, je me rends pas bien compte, en fait, au moment où on le prend, je me rends pas bien compte de la problématique de cette clause. On sait ce que ça veut dire, mais j'étais loin de m'imaginer la difficulté que ça aurait, parce que je pensais que le joueur allait, si ça devait pas fitter, les joueurs seraient quand même demandés. Clairement, aujourd'hui, prendre un joueur, ne plus prendre de joueurs avec des no trade clause, ne plus faire. Je pense qu'il va faire cas. Il pourrait faire jurisprudence demain en NBA par rapport à cette no trade clause. On verra sur les prochains accords, mais à mon avis, on va peut-être en reparler de ça. Mais voilà, pour moi, c'est le pire joueur qu'on ait été chercher. En tout cas, c'est un joueur, c'est rare, mais c'est un joueur que je déteste sérieusement. J'attaque pas. Je vais pas attaquer l'homme personnellement, parce que je ne le connais pas et je ne me permettrai pas
de ça. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est un joueur que pourtant, il y a des joueurs que je déteste. On en a croisé des joueurs qui nous ont affrontés, qui nous ont emmerdés. On a eu quelques têtes de con chez nous, voilà. Mais là, aujourd'hui, pour moi, il est en first. Si un jour on fait ce classement des joueurs les plus détestables qui aient porté le maillot, il sera en haut parce que il a manqué de respect à tout le monde. Je lui souhaite de rien gagner également. Voilà, je le souhaite de rien gagner également. Il y aura rien, on ne retirera rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un souvenir émotionnellement, il n'y a pas un truc de ce joueur qui sera à garder. Pourtant, sur tous ceux qu'on a parlé, il y a eu des choses, ils ont fait des choses, ils n'ont pas toujours fait l'unanimité, mais il y a eu quand même des choses. Même Elfrid Payton m'a donné plus de plaisir que Bradley Beal. Lui, c'est que de la colère. Que de la colère. Ouais, que de la colère. Et lui, on va payer cher. Parce qu'en plus, lui, on l'a buy-out. Donc, on va le payer pendant 5 ans. 5 années détestables. Voilà. Donc, je lui souhaite bien. Je lui souhaite pas de se faire mal, mais. Il fera tout seul. Je lui souhaite de finir au Washington Wizards. Ouais, non, mais je lui souhaite rien du tout. Juste au moins, il gagne pas une bague, quoi. Parce qu'on parle quand même d'un joueur fantastique dans les années 2010, un joueur incroyable. Moi, j'aimais beaucoup la doublette avec John Wall, j'adorais. Ouais. Mais peut-être que aussi à Washington, c'est peut-être ça aussi le constat qu'il faut faire, c'est que ces joueurs-là, qui n'a connu que Washington avant de venir chez nous, dans une équipe en grande difficulté, c'est pas leur manquer de respect en disant que Washington est une équipe aujourd'hui fantomatique depuis des années, parce que John Wall et lui, il y a un petit sursaut avec l'arrivée, je crois, l'année de Paul Pierce. Il y a une doublette, puis après John Wall se fait mal, donc après il est même tout seul, il fait une saison pas mal tout seul, Bradley Beal. Ouais, mais ça, il fait une saison soliste, quoi. Où il est meilleur score de la ligue. Mais il y a rien derrière. Donc c'est pas un joueur collectif, ça reste un talentueux. On pourra jamais le nier parce que le talent est là. Mais c'est pas un joueur, de collectif. Non. Pas une bonne mentalité. Très, 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 très curieux. Alors, 2 choses. La première, c'est de voir comment il s'intègre dans une équipe où il ne sera clairement pas une option importante. Et ça, j'ai un doute. Et la deuxième chose, je vous mets un billet qu'il sera sur l'injury list quand il s'agira de revenir à Phoenix. Bon, pourquoi pas. Ça prouve la mentalité du mec, quoi. Voilà. Donc clairement, mon premier choix, il n'y a pas eu. Si on est toujours en train de regarder et de classer et de se souvenir. Voilà, s'il y a vraiment quelque chose sur laquelle je n'ai pas hésité, c'est celui-ci. Donc voilà, messieurs. Donc pour nos premiers choix, pour récapituler, on est plutôt d'accord avec Mathieu pour Bradley Beal, Kevin Durant pour Pierre, et Bastien et Elfrid Payton. Merci Bastien de nous avoir régalé, parce que celui-ci, on ne l'avait pas vu venir. Mais ce qui est drôle, c'est que vous avez mis votre pire trade, c'est pour ce qu'on a reçu. Moi, mon pire trade, c'est pour ce qu'on a perdu. Donc, c'est drôle. Exactement. C'est un peu différent. Effectivement, c'était les différentes lectures qu'on pouvait avoir vis-à-vis de tout ça. Bien, messieurs, cet épisode touche à sa fin. N'hésitez pas à continuer à nous suivre, bien sûr, sur les réseaux. Nous sommes sur X. Bien évidemment, vous pouvez nous suivre également sur la chaîne YouTube et revoir ou notre premier top 5 ou les différentes émissions. Durant l'été, on vous réserve encore plusieurs surprises pour aller tout doucement vers ce mois de septembre qui arrive tout doucement. Et peut-être, nous verrons, peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger d'ici là, on ne sait jamais, si notre direction décide de bouger. En tout cas, pour le moment, tout le monde a l'air de ronfler au soleil. Messieurs, c'était un vrai plaisir. En tout cas, d'avoir fait ça avec nous, d'avoir partagé ça avec nous. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire quels sont vos pires trades ou votre pire trade, puisque effectivement, vous êtes peut-être comme Bastien et vous avez peut-être des ressentis que nous n'avons pas partagés. Un amour caché. Effectivement, peut-être. Un amour caché. Peut-être que votre pire trade. Votre pire trade est le départ de Marquis Chris, pourquoi pas, ça peut être comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous le faire partager. Moi, je vous donne bientôt rendez-vous pour une autre émission. En attendant, je vous souhaite, messieurs, une bonne continuation sur ce bel été et je vous dis à très bientôt. À plus. Les gars. Salut les gars. Ciao.